télécharger son esprit dans un ordinateur. C'est l'un des plus vieux fantasmes de la science-fiction, pas vrai? Mais et si on arrêtait de voir ça comme une simple fantaisie pour l'aborder comme un véritable problème d'ingénierie? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, en se penchant sur une feuille de route scientifique très sérieuse. Alors, la question est posée très directement. Pourrait-on vraiment télécharger un cerveau humain sur un ordinateur? La réponse, elle nous embarque dans un voyage assez incroyable, pile à la frontière entre la biologie, l'informatique et la philosophie. Un voyage pour lequel des scientifiques ont déjà dessiné une carte. Pour en parler sérieusement, les scientifiques ont un nom pour ça. L'émulation cérébrale complète, ou ECC. Et attention, l'idée, ce n'est pas de simuler un cerveau lambda, non. Le but, c'est de recréer un cerveau spécifique, dans ses moindres détails importants, pour que le modèle informatique se comporte, pense et ressente exactement comme l'originel. Et là, les implications, elles donnent le vertige. On parle d'immortalité numérique, de la possibilité de faire des sauvegardes de soi-même. Pour la science, ce ferait un outil de dingue pour enfin comprendre des maladies neurologiques ou même la nature de la conscience. Et bien sûr, ça ouvre des questions philosophiques absolument abyssales. Bon, pour que ce projet soit juste envisageable, il faut partir de quelques hypothèses de base. Et certaines sont assez surprenantes, voire contre-intuitives. C'est vraiment là qu'on quitte la philosophie pour entrer dans le dur, dans l'ingénierie pure. Alors, première grande idée, et c'est peut-être la plus folle, on n'aurait pas besoin de comprendre la conscience pour la copier. C'est une approche force brute si on veut. L'idée, c'est que si on arrive à scanner la liste complète des pièces du cerveau et comment elles interagissent, eh bien, la conscience, la personnalité, tout ça devrait émerger tout seul du modèle. Peu importe si on pige comment ça marche au final. Et ça change complètement la méthode. On ne cherche pas à comprendre le pourquoi au niveau des fonctions abstraites, non. On cherche à copier le comment au niveau des détails physiques. C'est une approche qu'on appelle ascendante. On copie le matériel à la perfection et on fait le pari que le logiciel, c'est-à-dire l'esprit, va suivre. Deuxième idée, tout aussi cruciale, il y a probablement un niveau des détails qui est suffisamment bon. On n'a sans doute pas besoin de simuler jusqu'au dernier atome. Pensez à un météorologue. Pour prédire le temps, il modélise les nuages, pas chaque petite molécule d'eau. Eh bien, pour le cerveau, l'idée est la même. Ce concept, ça s'appelle la séparation d'échelle. En gros, ça veut dire que ce qui se passe à une échelle minuscule, disons atomique, n'influence pas forcément directement ce qui se passe à une échelle plus grande, comme celle de la cellule. Si c'est vrai pour le cerveau, alors le problème devient, toujours immense, mais potentiellement gérable. On voit bien ici toutes les couches, toutes les échelles d'organisation des molécules jusqu'au système nerveux complet. Le grand pari de l'ECC, c'est de se dire qu'on peut tracer une ligne quelque part, probablement au niveau des neurones et des synapses, et que tout ce qui est plus petit, on peut le modéliser de façon simplifiée sans perdre l'essentiel de l'information. Ok, assez de théorie. Comment on fait concrètement? La feuille de route est très claire là-dessus. Elle découpe le problème en 3 grandes étapes techniques. Alors, voilà le plan de match. D'abord, numériser. Il faut une carte 3D ultra précise du cerveau. Ensuite, traduire. Transformer cette montagne de données brutes en un modèle informatique qui fonctionne. Et enfin, simuler. Faire tourner le tout sur un super ordinateur en lui donnant un corps et un monde virtuel pour qu'il puisse interagir. Et honnêtement, la première étape, la numérisation, c'est peut-être le plus gros obstacle. Le niveau de détail qu'il faut est juste hallucinant. On ne parle pas seulement de savoir où sont les neurones, non, il faut la forme exacte de chaque petite branche, l'emplacement de chaque connexion. C'est là que se cache toute l'information. 5 nanomètres. Juste pour se donner une idée, c'est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu. La précision technologique nécessaire est phénoménale. Bon, face à un projet aussi monumental, on pourrait se dire que c'est tout simplement impossible. C'est pour ça que la feuille de route est intelligente. Elle y va pas à pas, en commençant par des organismes beaucoup plus simples que nous. La progression est super logique. On commence petit, avec un sous-système qu'on connaît bien, comme une rétine. Après, on s'attaque à un organisme entier, mais un truc simple. Puis on monte en gamme avec un petit mammifère, une souris par exemple. Et seulement après tout ça, on pourra commencer à rêver à l'émulation humaine. Et le premier vrai candidat sur la liste, le voilà. Le vert, c'est élégance. Pourquoi lui? Parce que son système nerveux est minuscule, seulement 302 neurones. Et surtout, on en a déjà la carte complète, son connectome. Si on arrive à émuler son comportement, ce sera la preuve de concept fondamental pour tout le reste du projet. Mais attention, il faut rester lucide. Tout ça, ça reste encore spéculatif. Il y a d'énormes obstacles, des questions scientifiques et même philosophiques qui sont loin, très loin d'être résolues. Il y a au moins 3 énormes points d'interrogation.
D'abord, est-ce que cette fameuse séparation d'échelle existe vraiment dans le cerveau? Ensuite, est-ce qu'un scan statique, une sorte de photo à un instant T, peut vraiment capturer toute la dynamique d'un cerveau vivant? Et enfin, est-ce qu'on aura un jour la technologie pour scanner un volume aussi grand qu'un cerveau humain à 5 nanomètres? Pour l'instant, personne n'a les réponses. Cette citation des auteurs de la feuille de route est super importante. Elle nous rappelle que le but, ce n'est pas de faire une photocopie parfaite, atome par atome. Non, le but est de répliquer la fonction. Et c'est justement cette idée de copie fonctionnelle qui nous amène à la toute dernière question, la plus vertigineuse de toutes. Imaginons qu'on y arrive. On crée une émulation parfaite. Elle parle comme l'original, elle a les mêmes souvenirs, les mêmes émotions. Alors, cette copie, c'est juste une simulation hyper avancée ou est-ce que c'est vraiment la continuation de la personne? C'est la question ultime que cette technologie nous oblige à regarder en face. Une question qui touche au cœur même de ce que signifie être soi.